forte affaire avec Gaston, qui a eu forte affaire avec Gaston Phébus. Hein. Donc il s'appelait Roger Bernard de Lévis, seigneur de Mirepoix. C'est en Ariège. C'était sur la bordure est du comté de Foix. Donc elle dit ici que c'est peut-être la plus grande victime de Phébus. Alors le seigneur en question, le seigneur de Mirepoix, commença par emprunter 400 francs en 1378. En 1380, il en était à 1300, plus 100 d'intérêt. Gaston finit par faire occuper le château de Mirepoix et saisir les revenus de la seigneurie. Ruiné, Roger Bernard essaya de reconquérir son château par les armes. Il y parvint, mais 19 soldats de la garnison de Foix furent tués. Traqué par les hommes de Phébus, il finit par faire sa soumission à Mazères en janvier 1382. Ce n'est qu'en mai 1384 que le comte le fit comparaître à Orthès et la sentence fut écrasante. Le seigneur de Mirepoix devait rembourser immédiatement les 1400 francs dus, plus 2000 francs pour avoir fait injure au comte de Foix, plus 1900 pour dire des messes à la mémoire des soldats tués, plus 1900 pour les héritiers de ces soldats, soit 7200 francs, dont 5300 pour Phébus. Voilà. Sur les 7000, et oui, puisqu'il a doté les héritiers aussi des soldats tués, etc. Vous voyez. Donc c'était un exemple, mais c'est peut-être le plus caractéristique. Les finances, c'est une arme extraordinaire, là, quand même, dans les mains de Phébus. Hein. Et rappelez-vous que à sa principale victoire là, sur la Starac, la première victoire, à Lonac, et il a pas tué beaucoup de chevaliers, mais il en a fait tellement prisonniers qu'il a pu réclamer une dot de 500 000 florins, on dit. Peut-être 600 000. D'autres disent 600 000. Et quand il est mort, il avait un trésor qu'on a estimé à plus de 700 000 florins et qui a été partagé puisque les héritiers n'étant pas là, enfin il n'y en avait pas, ce sont les gens du pays, enfin les consuls, hein, si vous voulez, les représentants du pays, du Béarn, qui se sont partagés tout ça. 700 000 florins, ça représente quoi? Ah, je ne sais pas. Alors là, c'est un calcul compliqué. Enfin, c'est une somme extraordinaire pour l'époque, quand même. Hein. Donc, on va revenir ici un petit peu, rapidement. Hein. La population de Tarbes et du comté, avant d'attaquer, si vous voulez, le gros morceau, ce sont les villes et les villages neufs. Hein. Alors, d'abord, comment Maurice Berthe a-t-il pu faire ces calculs de population, là? Eh bien, simplement avec le censier de 1313, d'abord. Hein. Alors, il est conservé aux archives nationales, c'est du papier, un grand format, ça fait 172 folios exactement. Donc, localité par localité, il renferme une liste des redevances versées en Bigorre au roi de Navarre. Et le roi de Navarre, à cette époque-là, c'était Louis le Hutin, fils du roi de France Philippe le Bel. C'est que sa mère s'appelait Jeanne de Navarre, hein, ça explique certaines choses. Alors, on a donc la liste des gens qui doivent des redevances au comte, et on n'a jamais la superficie des exploitations, hein, jamais. Alors il y a aussi un certain nombre de droits militaires et judiciaires qui sont énoncés. Il n'y a pas de date non plus.
Alors, on se sert surtout de la cession des domaines des Templiers aux Hospitaliers, puisque les Templiers sont condamnés en 1312 et le transfert aux Hospitaliers a lieu en 1313. Alors là, ça va revenir. Peut-être. Poutine non, Poutine n'est pas là, donc quand même. Alors là, on est on est HS là. Hein. Cyberattaque russe. Donc ensuite vous avez le censier de 1429. Alors le premier là de 1313 est écrit en latin. Hein. Et le second, le censier de 1429, qui est conservé d'ailleurs à Pau, aux archives des Pyrénées-Atlantiques, hein, il est écrit en gascon, hein, bien sûr, enfin gascon, occitan maintenant. C'est une écriture caractéristique du XVe siècle. La lecture n'est pas toujours facile, hein, quand même. D'autant plus qu'il y a 50 feuillets qui ont disparu. Alors, heureusement, il y a 2 tables de matière qui permettent de récupérer fictivement les pages et de voir quelle localité était concernée. Et alors, il y avait des commissaires réformateurs qui passaient d'un endroit à l'autre et ils se transportaient de... C'est revenu. Ah, bon. Tout est automatique. On va recommencer alors. Mais il doit y avoir une il y avait électricité une belle si ça montagne, monte. elle était cachée. C'est que Ben, les filets remontés. Mais non, c'est une batterie de sécurité. Ah oui. Bon, c'est la première fois qu'on a ce genre d'incident quand même. Mais c'est reparti. Il y a des ouvriers qui travaillent à côté. Oui, c'est ça, oui. Le rez-de-chaussée, on ne va pas mourir ici. Ils auraient pu prévenir. On fera la courte échelle d'âne et on s'en sort. Donc, pour ce censier de 1429, si vous voulez, il y a une lumière là? Non. Oui, en bleu. On voit, il y a le voyant bleu. Ah. Voyons. J'essaie de le rallumer déjà. Il va falloir que j'éteigne tout peut-être. C'est bon. La population de Paris. Ah non, c'est bon, ça revient. Automatique. Bon, donc je mets fin au discours très rapidement pour passer au reste. Donc les commissaires réformateurs suivent un itinéraire qu'on peut reconstituer, quoi. Hein. Et ils rassemblent les consuls, ils rassemblent les juges, ils rassemblent les chefs de famille et suivant leurs déclarations, ils dressent donc les redevances, la liste, là aussi une liste, avec les gens qui doivent telle ou telle chose au comte de Bigorre, hein, ou d'autres à des seigneurs particuliers aussi, ça arrive quand même. Et c'est un censier général, il y avait toutes les communautés du comté. Alors, il y a une source imprimée qu'on peut retrouver, c'est l'enquête de 1300, ordonnée par Philippe le Bel au sénéchal de Toulouse. Et il y a beaucoup de renseignements, mais inégaux.
quelquefois, dans le canton de Vic, il indique par exemple le nombre de feux, mais ce n'est pas le cas partout. Enfin, il permet dans certains cas de compléter le censier de 1313. Hein. Et puis alors, vous avez le dernier, là, le livre vert de Bénac. Vous voyez comment ça se présente. Et le livre vert de Bénac, là aussi, il permet donc pour le vicomte du Lavedan, avec les listes, vous voyez, les listes de gens qui vont payer des redevances au vicomte du Lavedan, c'est à peu près ça. Hein. Vous voyez. Alors la première page est illustrée, mais c'est la seule. Hein. Donc voilà, très rapidement, hein, ça, et vous savez que Maurice Berthe a pu dresser donc la population du comté en faisant quand même un peu de gymnastique intellectuelle, étant donné que en 1429 le comté de Bigorre n'a pas les mêmes limites qu'en 1313. Donc il a dû faire des calculs un peu savants. Hein. En tous les cas, ce que je voulais vous montrer là, et ça apparaît très nettement, que les villes un peu importantes là, hein, dont vous voyez plus de 100 feux pour les plus grandes, eh bien, ces villes un peu importantes se trouvent toutes dans les vallées ou dans la plaine, essentiellement dans la plaine de Tarbes et puis dans les vallées, que ce soit Lourdes, qui a une situation quand même particulière, hein, et Bagnères, on est encore dans la vallée, dans la plaine, dans la montagne si vous voulez. Pour le reste, il y a un semis, hein, parce qu'à l'époque, la population est très dispersée. Et elle est très dispersée en hameaux, souvent en hameaux de 2-3 maisons, pas plus. Hein. Donc une chose là, c'est que Maurice Berthe, dans son travail, il a pu faire des estimations quand même, hein, et en général, la population de 1313 représente à peu de choses près, ça cadre ou ça cadre pas suivant les cas, mais enfin souvent, hein, ça représente à peu près, vous voyez par exemple Bernadette de Sus, 39 feux, 5 x 80, ils avaient 198 habitants en 1962. Donc lui, il trouve que grosso modo, on a une population aussi importante qu'en 1962. Alors en 1962, quand même, l'exode rural a eu lieu déjà, mais enfin, de façon modérée, il y a quand même beaucoup de gens à la campagne encore. Hein. Donc c'est une population assez dense au niveau de la campagne. Hein. Dans les coteaux, dans les montagnes, c'est tout à fait différent parce que en montagne, du moins dans les hautes vallées, hein, là vous avez des montagnes plus ou moins importantes, mais si vous regardez le Val d'Azun par exemple, Arcisans de Suse, Arens, Aucun, Bun, Gaiagos, Marsous, ben vous avez tous les villages qui vont persister jusqu'au XVIIIe siècle. Retenez cette idée qu'au XVIIIe siècle, il y a eu une augmentation de la population encore plus importante. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle les villages de cadets qui vont se former sur des portions de territoire souvent éloignées. Après, pour le reste, bon, c'est à peu près pareil hein, quand même. Hein. Dans la vallée de Barège, il y a un seul village qui a disparu, Saint-Martin, mais il a disparu parce qu'il a été emporté par une avalanche.
Et je vous signale en passant que sous l'Ancien Régime, les choses persistaient. Par exemple, le registre de capitation, le premier c'est 1700, si je me rappelle bien. Les registres de capitation et d'impôts nouveaux, eh bien, ils mentionnent encore Saint-Martin en Barège. Et quelqu'un paie les impôts de Saint-Martin, même si le village n'existe plus. Donc ça n'a pas changé. Il y a plus d'un siècle que le village a disparu, mais il y a toujours les impôts. Ça, c'est la caractéristique de l'Ancien Régime, c'est son incapacité à se réformer. En matière d'impôts, remarquez, on voit rarement des suppressions, hein. C'est plutôt des ajouts. Ou alors on supprime et on porte ailleurs. Bon. Alors, la montagne, je vous en ai parlé, hein. Après, il classe en montagne l'extrême de Salles. Vous voyez, il y aurait de quoi nuancer quand même. Agos Vidalos, à Isaac Host. C'est pas parce qu'ils ont un territoire en partie montagneux qu'ils ne sont pas aussi dans la vallée. Hein. Donc, ce serait tout à nuancer. Bon, allez, passons au plus intéressant. Ce que je voulais vous montrer à travers les très riches heures du duc de Berry, ça s'appelle ça. Hein. Et à travers ça, je voulais vous montrer donc pourquoi la population a augmenté très rapidement, hein, puisque c'est ce qu'on a dit, 11e, 12e siècle, jusqu'au 13e, la population augmente, et là, en 1313, on arrive à peu près au summum. Alors, vous avez, mais ça ne concerne pas, à mon avis, encore notre région, hein, parce que ça, vous trouvez ça sur les riches terres de Flandre ou comme ça, par où vient le progrès. Mais il y a des châteaux en même temps magnifiques, hein, dans les riches heures du duc de Berry. Donc c'est le temps des labours, c'est le temps aussi, on le voit ici, de la taille de la vigne. Donc on est en hiver, là, hein, enfin à la fin de l'hiver. Alors un autre progrès, ça va être l'usage de la faux. Vous voyez là. Alors là, on a un autre type de château. Hein. Et vous voyez donc l'usage de la faux, avec des faucheurs qui sont en ligne, l'un après l'autre. Hein. Et ces dames-là qui font des meules. Donc ça vous rappelle bien des choses. Ça continue longtemps. Hein. Par contre, attention, la moisson se fait à la faucille encore. Hein. Parce que si vous, comme on coupait les blés, comme on disait, hein, on coupait les céréales comme ça à maturité, si vous utilisez la faux, vous allez verser les grains, beaucoup de grains vont se perdre sur la terre. Hein. Donc on faisait ça, on prenait une poignée et puis on sciait la faucille. Il disait scier à la faucille. Hein. Donc on est toujours au battage à fléau, bien sûr. Hein. Alors ce qui va amener beaucoup de progrès aussi, c'est le moulin à eau pour la mouture du grain. Il y a moins de pertes, par exemple, vous voyez que on faisait ça à la main, donc on peut prévoir fabriquer de la farine à l'avance un peu. Alors ici, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a en montagne un système de moulins successifs. Alors là, c'est Arcisans avant, vous en avez 3 qui sont visibles sur le même ruisseau, avec la même eau. Mais il y a d'autres endroits, en Davantaigue notamment, ou ailleurs en montagne, vous pouvez en trouver encore. Mais ceux-là sont bien conservés, enfin ils ont été restaurés la plupart.
Alors la culture de la vigne se développe. Je vous montrerai bien sûr que pour nous, donc le vin, ça sert à la messe. Donc c'est la nécessité du culte qui entraîne la culture de la vigne un peu partout, même en montagne. Attention, dans les endroits bien exposés, abrités, tout ce que vous voulez. Mais enfin, en montagne, on a des redevances, donc des redevances en vin. Pour les gens, pour des gens qu'on classerait pratiquement en montagne. Donc il y en a partout. C'est à partir de là que la vigne va se développer partout. Alors je ne dis pas que c'était des grands crus partout, nuance. Alors une chose qui n'a l'air de rien, c'est qu'on a de nouvelles techniques d'attelage. On ne sait pas très bien quand c'est venu, on ne sait pas très bien d'où c'est venu, mais on a de nouvelles techniques d'attelage. Alors là, c'est une petite histoire dans l'histoire qui mérite que je vous la raconte, puisqu'il a fallu qu'un officier de cavalerie à la retraite se penche sur l'histoire, enfin fasse un peu d'histoire, et qu'il découvre donc vers cette période-là, il y a eu cette transformation. On attelait les animaux d'abord en éventail. Mettons que vous ayez 4 chevaux devant un char, on les attachait en éventail, c'est-à-dire qu'ils tiraient chacun dans une direction un peu opposée, puis il fallait une grande largeur pour passer avec ce genre d'attelage. Et on attachait les animaux avec des bandes de cuir sur le cou, n'importe où, comme ça. En tous les cas, l'animal, au bout d'un certain temps, il était à moitié asphyxié en tirant. Donc ça limitait le rendement, beaucoup. Tandis que là, on a un attelage en fil, donc les bêtes tractent dans la même direction, vraiment, et puis surtout, on a inventé le collier de cou rigide. Et le collier de cou correspond au collier de force chez les animaux et chez les humains. Donc, si vous étiez esclave, on pourrait vous mettre un collier rigide autour du cou pour tirer des charges. Voilà, c'est le meilleur endroit. Et en tous les cas, ça n'asphyxie pas les animaux, là. Et alors c'est cet officier de cavalerie qui a découvert tout d'un coup, là, dans les années, enfin après la Seconde Guerre mondiale, je pense que c'est juste après, qui a découvert ça. Et pour les bovins, c'est là qu'on a perfectionné le collier, le joug de corne. Vous voyez, ce qu'on a depuis, ça n'a pas évolué depuis ça. Vous voyez. Donc ça fait de meilleurs rendements, on peut tirer davantage, surtout que les routes sont pas bien entretenues, et vous avez encore des routes romaines qui sont utilisées à l'époque. Donc vous voyez, tout ça, ça explique beaucoup l'augmentation de la population. Il y a des cultures nouvelles parfois aussi, comme l'avoine, pour les chevaux, mais aussi pour les hommes. Donc, ce qui explique essentiellement l'augmentation de la population, ce sont les défrichements aussi. On défriche beaucoup, donc on a des terres nouvelles à cultiver, des terres qui produiront pas mal au départ. Alors il y a aussi de nouvelles techniques agricoles, celles qu'on a vues là, par exemple la charrue. Ici on utilisait l'arère, l'arère sans roue, mais l'arère c'est simplement quelque chose pour fendre le sol, tandis que là la charrue, vous avez un versoir qui retourne
le sol. Hein. Et donc, on a changé aussi les assolements. Les assolements, c'est-à-dire la rotation des cultures sur un même champ. Et parce que là, vous faisiez normalement l'assolement biennal, c'est 1 an de culture, 1 an de jachère, c'est-à-dire de repos de la terre, pour laisser se reconstituer les matières fertiles du sol. Donc, de l'assolement biennal, on arrive à passer à un assolement triennal, c'est-à-dire qu'il y aura 1 an de jachère sur 3, au moins dans certaines parcelles et dans certaines régions. Pourquoi? Parce qu'on plante des choses différentes. Hein. On plante du blé une année, on plantera par exemple des betteraves l'année suivante. Bon, les moulins plus répandus, ce qu'on a dit, culture nouvelle, les nouvelles techniques d'accueillage, et puis surtout de nouveaux débouchés, parce qu'il y a de plus en plus de villes ou des villes qui grandissent et qu'il faut nourrir. Quoique, ne nous faisons pas d'illusions. Dans notre département et même à Tarbes, la plupart des gens ont au moins un jardin. Même les citadins, hein. Ils ont au moins un jardin, si ce n'est quelquefois qu'ils ont des champs un peu à l'extérieur. Mais ça, c'est caractéristique, parce que même au XIXe siècle, c'est à peu près pareil. Hein. Quand on étudie la population de Tarbes, ce que j'avais fait là, en 1861, je crois, je me rappelle bien, c'est pareil, on trouve quand même beaucoup de gens qui ont un métier, par exemple, mais qui cultivent quelques parcelles. Ne serait-ce qu'un jardin, hein, ou un petit champ. Donc, mais il y a quand même des activités commerciales dans les villes, parce qu'il y a les foires, les marchés, et puis il faut nourrir la ville de toute façon. Donc l'essor du commerce qui entraîne des besoins supplémentaires. Hein. Et puis quelque chose qu'il ne faut pas oublier pour nous, comme le siècle suivant sera le siècle de l'opposition France-Angleterre qui se fait dans notre région, hein, les conflits et les guerres concernent essentiellement des zones lointaines. Les croisades, mais les croisades en Terre Sainte alors, celles-là, les conflits du pape et de l'empereur, vous voyez, ça aussi, ça ne nous concerne pas directement, ce sont les principaux conflits. Ça ne veut pas dire qu'il y ait une paix absolue quand même ici, mais enfin, à côté du siècle suivant, c'est quand même un peu le cas. Au gros morceau, c'est-à-dire, on va voir maintenant les villes et les villages neufs, ce qu'on déduit maintenant, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas que les bastides. Mais en plus, il y a une espèce de mythe de la Bastide qui s'est formé. Et si vous allez dans le Gers, parce qu'ils en ont beaucoup, on vous parle de bastides partout, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des bastides, ce sont des castelnaux. Bon, c'est une nuance, mais enfin, elle peut être importante. Alors, une population dispersés, inorganiques, nombreux petits hameaux. Par exemple, quand on a fouillé l'église Saint-Martin d'Ozon, là, à l'époque où on construisait l'autoroute, du moins à l'époque c'était une route à 4 voies, au départ, eh bien, on a fouillé cette église de Saint-Martin d'Ozon, on a essayé de regarder autour, mais il n'y avait pas de maison autour. On trouvait un petit peu de céramique, un petit peu de tuiles dispersées dans les champs, mais difficile à dire qu'il y avait 3 ou 4 maisons dans ce hameau, pas plus. Peut-être. Peut-être.
Mais quelque chose de petit. Pourtant, vous avez une église avec un cimetière, là. Bon. Donc, nombreux petits hameaux et parfois très petits. Alors, on peut commencer par les enclos ecclésiaux ou les sauvetés, c'est-à-dire des fondations qui ont à voir avec l'église. Les enclos ecclésiaux autour de l'église, donc vous avez un ensemble fortifié et protégé dans un périmètre limité. Souvent, c'est le cimetière. Donc vous avez un ensemble protégé autour de l'église et du cimetière. Donc le plan de ces enclos ecclésiaux, ce sera souvent un plan rond ou ovale autour de l'église. Ça s'explique parce que les habitants profitent de la paix de Dieu instituée par l'église et qui protège l'église et le cimetière. Parce que cette paix de Dieu est prolongée en dehors même de l'église sur un périmètre de 10, 20, 30 ou 40 mètres, ça peut varier, mais enfin il y a un périmètre protégé autour de l'église. Donc je vous montrerai l'exemple type, là c'est Ibos, chez nous. Par contre, vous avez aussi des sauvetés. Alors là, la paix de Dieu, si vous voulez, elle est étendue à l'ensemble du terroir du village. Et il y a des croix qui marquent l'extrémité du village et qui disent aux arrivants, à partir de ce moment-là, vous êtes dans un territoire sacré, donc la paix de Dieu existe à l'intérieur du territoire. Bon, ensuite, vous avez vraiment les bastides, qui sont des villes nouvelles fondées par des seigneurs puissants, les rois, les comtes, les ducs, le duc d'Aquitaine en tant que duc d'Aquitaine ou roi d'Angleterre, par exemple. Alors là, il y a un plan d'urbanisme, il y a un plan de lotissement, il y a une charte de fondation et l'accord qui est conclu au départ pour fonder la ville, ça s'appelle un paréage. Comme ça se prononce. Voyons, j'ai peut-être un stylo encore là. Voilà, je vous l'écris, paréage. Oui, si ça avait marché. Au revoir. Voyons, on va en prendre plusieurs comme ça. Voilà. Bon, le paréage, c'est l'acte de fondation de la bastide. On verra un petit peu comment est fait celui de tri. Et ensuite, vous avez la sauveté, quatrième modèle, donc, c'est-à-dire les castelnaux. On les appelle simplement parfois castrum. Donc, ce sont des villes nouvelles à l'imitation des bastides, mais avec des moyens plus limités, parce que fondées par des seigneurs beaucoup moins puissants, souvent, des seigneurs de moins d'importance. J'ai mis des dates approximatives, parce que nos bastides, par exemple, elles débordent un petit peu sur le début du XIVe siècle, là. Mais comme vous le savez, le XIVe siècle, c'est le siècle de toutes les calamités, donc avant que celle-ci se déclenche, il y a eu quand même la fondation de quelques bastides, là. En principe, les castelnaux sont plus tardifs, en principe, mais tous les cas sont possibles, quand même.
Bon, alors, comme je vous ai parlé du seigneur de Mirepoix, je vais vous montrer un petit peu la bastide de Mirepoix. Je ne sais pas si vous connaissez cette bastide d'Ariège, parce qu'elle est très belle. Alors vous voyez, d'ailleurs bastide entre guillemets, mais peu importe, hein, disons bastide pour simplifier. Ce qui apparaît en premier, c'est les rues orthogonales, un plan géométrique. On voit bien que c'est un plan qui a été fait, qui a été préétabli. Voilà. Et puis, cette énorme église, qui est une cathédrale. Alors vous avez, bon, la photo, elle a été retravaillée, disons. Hein. C'est la mode en ce moment. Oui, les photos sur Internet sont souvent travaillées comme ça, hein, à l'usage des touristes. En tous les cas, ce que vous voyez bien là, ce qu'on appelle les couverts ou ambans, qu'on trouve autour de la place centrale, par exemple. Et alors ici, à Mirepoix, ce qui est remarquable, c'est que tout est resté en l'état. Regardez tous les supports des couverts là, ou en banc, sont en bois. Et regardez les fentes dans le bois, c'est pas du bois d'aujourd'hui, hein, ni d'hier d'ailleurs. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Et puis c'est l'activité. Alors c'est une bastide très fréquentée par les touristes. Oui, on voit les marchands du temple là. Et c'est vraiment en très très bon état. Et c'est ça aussi le plus remarquable. C'est utilisé. Tout est utilisé, c'est-à-dire qu'il y a des commerces partout. Ah ça c'est beau. C'est magnifique. Bon, ça, dans chaque bastide, il y a un endroit privilégié, ils appellent ça la maison des consuls, vous voyez. C'est un hôtel d'ailleurs. Et il y a ces têtes en bois là. Mais je vous montre la place. Voilà la place. Hein. Alors avec des couleurs vives quand même. Hein. Des maisons à pans de bois. Bien sûr, qui sont restés telles quelles, et puis toujours les mêmes piliers en bois, là. Alors c'est une très belle place, et puis comme je vous le disais, les commerces pullulent, là, tout le tour de la place, et il n'y a pas d'emplacement abandonné. Et je vous montrerai tout à l'heure la petite bastide de Tillac, enfin Bastide ou Castelnau, qui se trouve à 2 pas d'ici, à côté de Marciac, autre Bastide, et il n'y a rien sous les embans. C'est un village, donc il n'y a rien, absolument rien. Il y a aussi des portes fortifiées. Elles ne sont pas très spectaculaires, celles de Mirepoix là. Hein. Donc vous avez une petite idée, si vous cherchez un lieu de villégiature pour aller voir une bastide, allez voir celle-là. Elle vaut la peine quand même. Hein. Tillac. Alors je vous montre Tillac. Tillac, donc c'est à 2 pas d'ici. C'est tout près donc de Marciac, si vous voulez, c'est tout près c'est pas loin de Rabastens, de Villecontal. Et voilà, vous voyez que la tour qui défend l'entrée, elle était plus spectaculaire, vue comme ça. Voilà. Si vous la regardez à l'envers, c'est pas tout à fait pareil. Moi, je l'avais vu, il y avait un marché aux fleurs, alors c'était beaucoup plus animé. Oui, parce que là, vous voyez, c'est petit, hein, mais les embans, ils sont complètement à l'abandon. Hein. À tel point que je crois que c'est là, sur une photo, j'ai revu
Ça, il y a presque 15 ans que j'ai fait ces photos. Donc, j'ai revu ça et sur une des photos, il y a marqué « eau potable ». Alors, pour les touristes, si on indique l'eau potable, ça veut dire qu'il n'y a rien. Hein. Ah, mais il y a quelqu'un. Oui, c'est ma petite fille qui est partie à l'aventure. Une de mes petites filles. Ça remonte. Maintenant, elle est étudiante, alors elle n'a pas cette dégaine. Hein. Voilà ce que ça donne d'un bout à l'autre, vous voyez. C'est petit, mais ça vaut quand même une petite visite pour se rendre compte. Hein. Il y a l'église aussi, quand même, qui est assez importante, un peu plus loin, là. Hein. Alors, un site que vous connaissez peut-être aussi, qui n'est pas très loin non plus, dans le Gers, hein, c'est le site de Berdoues. Non, Bassous. De Bassous, pardon. J'y étais plus. Donc, Bassous, là, la photo est prise de dessous la halle. Ah oui. Parce que dans toutes ces bastides, il y a une halle, à l'origine, hein. À tel point qu'à Tournaille, par exemple, récemment, ils ont bâti une nouvelle halle. Oui. Je crois qu'elle n'est pas au bon endroit, que c'était de l'autre côté de la rue, mais enfin, on va regarder sur le plan, tiens. Mais enfin, c'est une bonne idée, si vous voulez. Comme ça, a priori. Alors, il y a cette tour, quand même, ce château qui est énorme, là. Hein. Alors, vu d'en haut du château, ça vous donne ça. Vous voyez là, le central, là. Ah oui. On y passe là-dessus. Alors, on ne voit pas l'église parce qu'elle est sur le côté. Et dans beaucoup de bastides, comme ça, l'église est un peu sur les côtés. Oui, il y a le clocher là, oui. Elle n'est pas au centre, en tous les cas. Alors, on ne retrouve pas la régularité des maisons qu'on a vues à Mirepoix, hein, vous voyez. Mais enfin, ça donne une petite idée. C'est petit parce qu'il n'y avait qu'une rue centrale pratiquement, hein, et une rue qui longeait les remparts de part et d'autre. Vous voyez, c'est une espèce de village-rue quand même. Hein. Il y a un beau puits. Là, on ne résiste pas quand on voit un chevalier comme ça, carapassonné, avec une monture équipée aussi, vous voyez. Alors, je ne sais plus très bien où c'était, ça. C'est peut-être à l'église. Il y a une église extérieure aussi qui est à voir, parce qu'il y a des fresques. Voilà le plan. Vous voyez que c'est géométrique aussi. Vous voyez l'église qui est à côté. Donc il y a une rue centrale et puis il y a des ruelles le long des remparts. Voilà, c'est tout. Et puis il y a une promenade à l'heure actuelle à l'extérieur aussi. On peut faire le tour par l'extérieur. Il y a quelques éléments de fortification là qui restent. Par exemple en 8, vous avez la tourette. Ici, là, vous voyez, il y a une tour, il y en a là et là. Donc quelques vestiges de fortification, vous voyez, de murs. Enfin ça, c'est pas très loin à voir. Et donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est un lotissement. Donc théoriquement, on trouve des lots de même dimension, hein. Les maisons de même largeur, en tous les cas, à l'origine. Alors si c'est plus la même largeur, c'est que quelqu'un a pris 2 lots, ou 3 lots, si la maison est plus large, vous voyez. Non, mais il a pris au cours des ans. Hein.
Donc voilà, des choses qui sont assez près de chez nous et qui peuvent donner une meilleure image que ce qu'on a chez nous. Parce que vous voyez qu'on en avait un certain nombre de bastides ou d'agglomérations qui avaient vous voyez, un statut de bastide. Et vous voyez en même temps que il y a beaucoup de dates qui dépassent le début du XIVe siècle. Peyrouse 1308 par exemple. Après, vous en avez qui dépassent beaucoup. Croze 1331. Vous voyez? Carsan, à côté de l'Escaladieu, 1328, par exemple. L'Almezan, par contre, avant, 1270-1274. Et alors, vous trouvez aussi Tarbes, qui a un statut de bastide, parce que si vous voulez attirer des gens au Bourgneuf, eh bien, il faut qu'ils aient les mêmes avantages que ceux qu'ils ont dans les bastides qui ne sont pas très loin là. Donc, c'est l'époque, si vous voulez, où on l'avait dit, Cognac et Juillac, leurs églises disparaissent, ce qui veut dire que les hameaux ont disparu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus d'habitants, mais en tant que hameau avec une église et un cimetière, notamment à Cognac, ça disparaît à ce moment-là. Donc il y a aussi, en plus des bastides, vous voyez, tout un ensemble de castelnaux. Les carrés verts représentent donc les fondations religieuses, les sauvetés, ou alors un bourg qui n'est peut-être pas une sauveté, mais qui est une fondation monastique, par exemple, la fondation de monastère. Sarancolin, par exemple, Bordère. Et puis il y a des lieux qui ont des noms tout à fait représentatifs. Et vous avez dans le département un sauveterre. Alors je vous rassure, il n'y a rien. L'église est moderne. Et simplement, Sauveterre, enfin le vieux village, le centre-village avec l'église, est situé sur une butte vraiment impressionnante. Enfin, pour moi, impressionnante parce qu'elle a été talutée, il y avait des... mais c'est tout ce qu'on voit. Bon, il y a beaucoup aussi de castelnaux, enfin un certain nombre de castelnaux, là, qui sont représentés par... ces petits triangles rouges là sur la carte, je ne sais pas si vous les distinguez bien, mais donc vous avez Arras par exemple, sans doute Montgaillard, puis vous en avez un peu partout, mais c'est ce qu'on a repéré, ça ne veut pas dire, la liste n'est pas exhaustive, il y en a certainement d'autres. Le problème c'est qu'ici, on a eu non seulement le conflit entre le roi de France et le roi d'Angleterre qui nous est passé par-dessus la tête, mais en plus, un peu plus tard, et ce sera l'objet du cours de l'année prochaine, si nous arrivons jusque-là, eh bien, c'est les guerres de religion aussi. Après. Donc tout ça a causé beaucoup de destruction et notamment des documents. Et puis catastrophe supplémentaire, il y a eu un incendie des archives au début du XIXe siècle. Les archives départementales qui existaient depuis la Révolution. Bon, alors, on commence par une sauveté. Ça, c'est
cadastre ancien de Saint-Pé. Saint-Pé où il reste une église, bien sûr, une église imposante, mais il reste un collège religieux, mais avec des bâtiments modernes, si vous voulez. Vous avez cette église imposante là sur le vieux cadastre et vous avez une sorte de lotissement, oui quand même, hein, autour de la place. Vous voyez ici, là, un peu autour de la place, là comme ça, et puis le long de la rue un peu. Mais enfin les vestiges ne sont pas importants. Alors Saint-Pé, la sauveté, ça représente ça, cette partie jaune là, peut-être la partie verte aussi, à peu près, c'est ça. C'est limité et on ne voit pas grand-chose à vrai dire. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des embans, mais modernes. Et vous avez cette masse de l'église là, hein, quand même. Il y a aussi la mairie. La mairie, ça doit être ceci là, sans doute, hein, si je ne me trompe pas. Là. Donc, couramment, on voit, à Trie d'ailleurs c'est le cas, hein, la mairie qui est située sur la halle. Mais bon, ça a été refait. Hein. À l'origine, c'est plus simple que ça, les halles. Alors peut-être que Saint-Savin, c'est mieux quand même si la photo ne représente pas tout ce que j'aurais voulu. Mais enfin, on se contente de ce qu'on trouve parfois. Donc Saint-Savin, vous avez ici cette place. Et puis là, vous avez des embans qui sont restés, si vous voyez Saint-Savin un peu. La place n'est pas très grande, mais enfin, elle donne une petite idée de l'ancienne sauveté. Autre fondation monastique aussi, elle est à voir peut-être, Saint-Sevé de Rustan. Même si ça a été beaucoup modifié. Alors c'est pas la route traverse à côté donc du monastère, de l'ancien monastère, hein, mais de l'autre côté de la route vous avez l'emplacement du village, le vieux village, et il y avait là tout ce qu'on peut trouver dans une bastide ou dans une sauveté, quoi. Alors voilà le plan d'Ibos, le plan cadastral qui a été redessiné. Et sur le plan cadastral, il y a toujours les cultures, les vergers, vous voyez les vignes, etc. qui sont indiqués. Alors ce qui est très net, c'est ce plan rond. Donc là, on a un enclos ecclésial. Alors sur le censier de 1429, mais attention, les limites là sont hypothétiques, hein, parce que c'est un premier travail, il faudrait le conforter. Hein. Si par exemple le quartier de Darré-Haïgue ne pose pas de problème, les autres ils en posent quand même, hein, des problèmes de limites, etc. Bon. Et vous voyez qu'il y avait quand même 4 familles qui vivaient encore dans l'enclos du cimetière. Parce que c'est ça au fond. Alors l'enclos ecclésial, donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est la paix de Dieu qui est proclamée jusqu'aux limites autour de l'église. C'est une limite qui est fixée. Je ne sais plus exactement
combien, mais enfin quelques dizaines de mètres, pas plus. Hein. Et ça sert, on y met les choses précieuses. Par exemple, on mettait dans les cimetières là, les greniers pour protéger les réserves en grains. Et puis il y en a qui s'étaient construits là, des cabanes, des maisons. Il n'y avait pas autant de tombes que de nos jours, inutile de vous le dire. Et la population était moins forte aussi. Hein. Donc c'est un cas. Il y en a d'autres comme ça. Par exemple, vous avez l'église de Loubajac. Alors ça c'est une peinture du 19e siècle, mais peu importe. Hein. L'église de Loubajac, elle est un peu dans le type d'Ibos, mais à moins importante quand même. Hein. Voilà une photo aérienne et vous voyez que il y a autour de l'église un enclos qui est plus ou moins arrondi, on va dire. N'oubliez pas que les murs actuels, les murs des cimetières, là, ce ne sont pas les murs médiévaux hein, non plus. Hein. Ils ont bougé, même à Ibos. Hein. C'est pas le mur médiéval. Hein. Donc ça nous donne une image, mais c'est pas exactement la situation au Moyen-Âge. Hein. Donc, enclos ecclésial ici aussi. Et alors, si je vous montrerai la prochaine fois, parce que maintenant on n'aura pas le temps, je vous montrerai un plan rond comme ça. Seulement quand vous allez à Montgaillard et que vous voulez monter à l'église, c'est qu'il y a une butte. Alors voilà la différence. C'est pour ça qu'on appelle ça plutôt, comme à l'emplacement de l'église actuelle, il y avait le château. On pense que c'est plutôt donc un castello qu'un enclos ecclésial. Mais il y en a d'autres enclos ecclésiaux. Alors ils n'ont pas toujours un plan spectaculaire comme à Ibos, mais enfin, ça se retrouve, oui. Alors juste un petit tour à Trie. Donc vous avez une belle tour-porte quand même. Alors vous voyez qu'on a encore des embans et on a encore la trace du lotissement. Un lot, deux lots là, un lot, deux lots, un lot, un lot. Vous voyez, on voit bien, la largeur des maisons, c'est un multiple du lot initial. Voilà. Et donc la photo est prise depuis la mairie, sans doute, là, hein, depuis là, la mairie, qui est au centre, là. Mais enfin, à Trie, on n'a pas grand-chose quand même. La tour-porte. Et puis l'église des Carmes. L'église des Carmes, la photo est ancienne sans doute. L'église des Carmes qui a été quand même restaurée maintenant, qui sert de centre culturel et qui est en dehors de la vieille ville. Un peu en dehors de l'autre côté de la tour-porte, si vous voulez. Côté extérieur. Et quand même, elle a été sauvée. Et là, elle ne paraît pas. Parce que la photo est ancienne, mais elle a été sauvée et c'est un beau centre culturel maintenant. Mais à une époque, il ne faut pas oublier que les cars qui circulaient dans le département, Société Générale des Transports Départementaux, ça remonte loin, ces cars, ils avaient leur siège à Trie et le garage dans l'église des Carmes. Le fait qu'il y ait une église des Carmes, quand même, comme il y en avait une à Rabastens, ça prouve que la Bastide était importante à une époque, puisque ce sont des ordres mendiants. Quand vous avez des ordres mendiants, c'est que la ville est assez prospère pour faire vivre un petit groupe de moines, quand même. Hein. Voilà.
Là, vous avez un plan du 17e de tri où on voit quand même nettement, on voit nettement le plan géométrique initial, vous voyez. Bon, c'est une petite bastide quand même, hein, puisque il y a quelques rues quand même par rapport à Bassous. Voilà le plan cadastral du début du 19e. Vous voyez, c'est la géométrie qui domine. Hein. Bon, c'est pareil. Voilà, là, vous avez la halle, vous avez l'église, la place centrale, c'est toujours le cas ici. Et vous avez quand même, par rapport à Bassous, vous avez des rues quand même là. Hein. Vous voyez, vous avez une deuxième rue là. Là. Ça c'est la nationale. Et vous avez des rues quand même. Donc ici, la tour-porte et là, le couvent des Carmes qu'on vient de voir. Bon, et bien on va rester là pour aujourd'hui. Eh bien, très bien. Mais on continuera. Oui. Dieu le veut. Oui. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.